Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui dédiée à la marque Victoria's Secret. J'avais envie de faire cette vidéo et de me focus surtout sur les points qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire les femmes, la condition des femmes, la considération de leur corps et l'impact que ça a eu sur notre société et sur les standards de beauté. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter un minimum la marque et vous parler des plus grosses problématiques qui ont touché les mannequins, mais aussi tout le fonctionnement de cette marque et toutes les répercussions que ça a eu sur notre société. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner si cette vidéo te plaît et si c'est pas la première fois que tu me vois. Et n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis. Et on est parti. Victoria's Secret a été fondée en 1977 par Roy Raymond, un entrepreneur américain qui a eu l'idée de créer une boutique de lingerie qui offrait une expérience agréable pour les hommes qui voulaient offrir de la lingerie à leurs partenaires. Il a remarqué que les hommes se sentaient très mal à l'aise quand ils rentraient dans un magasin de lingerie, lui le premier, et donc il a eu l'idée de ce concept de vraiment créer une boutique où les hommes se sentiraient le plus à l'aise possible. Il voulait donc un espace sophistiqué et élégant, mais le plus discret possible, avec du personnel qui serait formé en ce sens, de manière à ce que les hommes soient vraiment le moins gênés possible et le moins intimidés possible. Le nom Victoria's Secret a été choisi pour évoquer l'atmosphère victorienne des premiers magasins, ainsi que le mystère et le glamour associés au monde de la lingerie féminine. Cette marque a tout de suite super bien fonctionné et très vite, Ray a ouvert 6 autres magasins dans l'ouest des États-Unis, en Californie. Cependant, en 1982, Ray, il va avoir des problèmes financiers et donc il va revendre la marque à un certain Leslie Wexner. Quand Leslie a repris cette marque, l'ascension s'est fait de plus en plus fulgurante. Leslie, lui, il voulait pas que ce magasin soit pour les hommes, mais il voulait que ce soit pour les femmes et que les femmes puissent y aller sans leur mari. Donc que ce soit vraiment dans une idée de femmes indépendantes qui n'ont vraiment pas besoin de leur mari pour leur achat personnel, et je pense que c'est cette idée qui va vraiment plaire et qui va vraiment soulever la marque dans les premières années. Au fil des années, Victoria's Secret est devenue une marque emblématique de lingerie, célèbre pour ses collections séduisantes, ses campagnes publicitaires suggestives et ses produits de haute qualité qui incarnaient l'élégance et la sensualité. Au fur et à mesure du temps qui est passé, la marque a vraiment élargi sa gamme pour inclure également des vêtements de nuit, des parfums, des cosmétiques et devenir de cette façon une marque de mode à part entière. En 1995, la marque monte d'un cran avec pour la toute première fois son défilé qui deviendra annuel à partir de cette année-là. Chaque année, la marque invitait les mannequins les plus en vogue à porter donc la nouvelle collection. Et pour accompagner ce défilé, la marque invitait aussi les plus grandes stars pour chanter pendant le défilé. Il y a eu donc Beyoncé, Taylor Swift, Rihanna, Ariana Grande, Katy Perry, Lady Gaga et plein d'autres, pour vous donner un petit peu une idée de la grandeur que c'était déjà. Et cerise sur le gâteau, ce show était diffusé à la télé. Les mannequins qui défilaient étaient appelés les anges de Victoria's Secret, et tout cet univers qui était au début incroyable a vraiment pris beaucoup d'ampleur et a vraiment eu un succès exponentiel les premières années. Donc c'était vraiment fou, c'était vraiment nouveau et c'était vraiment très en vogue. Tout le monde attendait ça chaque année. Donc tout ça, c'était un peu pour vous présenter la marque, son ascension et pour vous mettre un petit peu un cadre, de manière à vraiment comprendre maintenant toutes les problématiques. Je pense que tout le monde connaît un petit peu Victoria's Secret, mais c'est vrai que moi, la première, en vérité, je connais pas plus que ça et je connaissais pas vraiment non plus l'origine et l'histoire globale de Victoria's Secret. Premièrement, les anges donc ont fortement influencé les standards de beauté. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur les standards de beauté, mais je vous conseille d'aller la voir, c'est toujours sympathique. Donc dans les années 1990/2000, c'était la mode héroïne chic. C'est une mode déjà extrêmement toxique et extrêmement négative, et c'était une mode où il fallait être le plus maigre possible. Le teint était fade, c'était un style très androgyne, très négligé, voire un peu malade. Alors c'est vrai que les anges de Victoria's Secret étaient beaucoup plus glamour, beaucoup plus en couleur, donc il n'y avait pas cet aspect assez fade et malade de héroïne chic, mais le point commun c'était que la maigreur était vraiment mise en avant, était vraiment glorifiée, et tout le monde courait après ça, que ce soit dans le monde du mannequinat, dans le monde des acteurs, dans le monde médiatique, mais aussi dans le monde de tous les jours avec les jeunes femmes, les ados, etc., etc. Donc c'était quand même très dangereux à cette époque-là. Et donc vous pensez bien, quand c'était vraiment la mode des anges de Victoria's Secret, bah ça n'a fait que renforcer hyper fort cette mode héroïne chic. Bien évidemment, cette période a été ponctuée de beaucoup de scandales liés à l'anorexie, aux troubles du comportement alimentaire et à des problèmes de maigreur extrême. En creusant un minimum, j'ai trouvé plein d'exemples. Je vais pas tous vous les donner parce que je pense que c'est difficile de voir ça, de lire ça, et c'est surtout pour vous donner une idée. En 2006, il y a eu le mannequin brésilien Ana Carolina Reston qui est décédée suite à des complications liées à l'anorexie. En 2007, le mannequin Eliana Ramos est retrouvée morte à l'âge de 18 ans. Elle souffrait également d'anorexie et 6 mois avant, c'était sa sœur qui a été retrouvée morte. Elle souffrait aussi de problèmes de troubles du comportement alimentaire et elle était
aussi dans le monde du mannequinat, elle courait aussi à cette maigreur extrême. En 2008 aussi également, Isabelle Carrot qui est morte d'anorexie également. Donc ça c'est tous des cas, c'est des mannequins qui sont morts dans les années 2000, mais bien évidemment tout ça a commencé donc dans les années 1990. Ça c'est vraiment quelques exemples, mais il y en avait énormément à cette époque-là, et c'était vraiment super dangereux. Je crois qu'on se rend pas compte, c'était une époque très sombre. Et donc Victoria's Secret n'a fait que renforcer et participer à ça hyper fort, même si d'un point de vue extérieur, en apparence, c'était quand même beaucoup plus gai que ce fameux mouvement héroïne chic. À ce moment-là, l'industrie de la mode était extrêmement critiquée pour, premièrement, la promotion d'un corps qui est complètement irréaliste, et deuxièmement, pour vraiment encourager des comportements de troubles du comportement alimentaire et de normaliser ça le plus possible dans le monde du mannequinat. Avant, les mannequins n'avaient aucune chance si elles étaient pas maigres, et donc elles plongeaient vraiment les deux mains là-dedans pour pouvoir avoir un minimum de chance dans le mannequinat. Et je me demande si à cette époque, on en parlait peut-être beaucoup moins, et donc peut-être que ça rendait le truc encore plus dangereux parce qu'on en avait moins conscience et qu'on connaissait moins ce phénomène. Je sais pas. Il y a eu des rapports et des spéculations sur les régimes alimentaires relativement stricts des mannequins chez Victoria's Secret, notamment avant le fameux défilé annuel. L'une des méthodes alimentaires qui a suscité beaucoup d'attention s'appelait la diète serpent, qui était en fait une diète où une quinzaine d'heures avant le défilé, les mannequins ne mangeaient plus rien et ne buvaient plus rien pour paraître les plus sèches possibles pour le défilé. Ça a été le cas notamment de la mannequin Adriana Lima, qui a été donc une ange de Victoria's Secret en 2015 et 2016 il me semble. Elle a parlé après coup de son expérience donc chez Victoria's Secret, je vous la cite: il y a toujours eu une pression pour être en forme dans cette industrie, mais c'est particulièrement intense lorsqu'on travaille chez Victoria's Secret, on se sent constamment observé et jugé. Elle a raconté que la marque poussait les mannequins à avoir un régime ultra strict pour être la plus mince possible. Mon régime est principalement composé de protéines maigres, de légumes et de fruits. J'arrête de manger des aliments solides 9 jours avant un défilé, puis je me rapproche progressivement des protéines légères, des shakers et de l'eau. Et Adriana a donc expliqué que une quinzaine d'heures avant le défilé, elle ne buvait rien et elle ne mangeait rien pour être la plus sèche possible. Donc ça donne un petit peu une idée effectivement du régime assez strict qu'elle suivait et de la pression surtout qu'on leur mettait, parce que je pense que c'était pas un choix, que c'était comme ça si elle voulait vraiment participer au défilé de Victoria's Secret. Je sais pas si on se rend compte un peu, pendant 9 jours avant le défilé, manger liquide à tous les repas et ne pas manger ni boire une quinzaine d'heures avant le défilé, c'est quand même assez stressant, mais même, en fait c'est assez stressant physiquement, mais c'est ultra choquant psychologiquement, je pense, la lourdeur que ça doit être. Enfin moi j'aurais jamais pu en tout cas, et je pense qu'il fallait être très forte pour ne pas tomber dans des troubles du comportement alimentaire. Malheureusement, Adriana, elle a aussi vécu à peu près la même chose juste après avoir mis au monde son enfant, donc je sais pas si on se rend compte un petit peu. Ils l'ont donc évidemment poussée à perdre le plus de poids possible de son accouchement, mais rapidement, pour qu'elle puisse recommencer à travailler rapidement. Après la naissance de ma fille, j'ai ressenti une pression énorme pour retrouver rapidement mon corps de mannequin. Il y avait cette attente irréaliste de revenir à ma taille de vêtements habituelle en un temps très court. On voit donc à quel point c'est un univers ultra trash et que ça doit être plus dur dans certaines marques, et je pense que Victoria's Secret c'était un peu l'enfer. Je suis aussi tombée sur le témoignage de Bridget Malcolm qui avait quand même beaucoup de choses à dire, et je trouvais que son témoignage était intéressant. Pas plus que les autres, mais disons qu'elle a beaucoup parlé après son expérience chez Victoria's Secret. Bridget a été très jeune et très vite dans le monde du mannequinat, et elle a expliqué que ça l'a complètement détruite psychologiquement pendant des années, et que la pression qu'elle subissait dans cette industrie était beaucoup trop excessive et beaucoup trop forte pour elle, et je pense pour tout le monde en vrai. Et elle a expliqué que malgré la violence qu'elle subissait dans ce monde, elle ne voulait pas partir parce que c'était un peu le Graal de participer à Victoria's Secret, et sur le CV en vrai pour le reste de ta carrière c'est incroyable, et c'est pour ça en fait qu'elle n'a jamais abandonné à ce moment-là et qu'elle voulait à tout prix faire partie du défilé Victoria's Secret. Elle a beaucoup témoigné et aujourd'hui elle parle beaucoup de tout ça, et donc je vais vous citer quelques témoignages qui m'ont personnellement extrêmement choquée. Toutes les semaines mon agent me disait de prendre de la cocaïne pour perdre du poids, mais différentes agences me mettaient toujours plus de pression pour maigrir, et elle lui aurait conseillé, je sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est vraiment vrai, de coucher le plus possible pour maigrir. Elle avait 18 ans à ce moment-là. Suite à tout ça, Bridget elle a développé beaucoup de stress post-traumatique, de l'anorexie, de l'anxiété, de la dépression, des pensées suicidaires. Elle expliquait qu'elle était impossible de sociabiliser sans l'alcool. Elle était devenue addicte aux Xanax et aux Zolpidem. Donc Xanax, je pense que c'est quelque chose anti-stress, et Zolpidem c'est pour dormir. Et à 26 ans, elle pouvait plus sortir de chez elle sans avoir des paniques sociales énormes. Et donc en fait, ce monde du mannequinat l'a complètement détruite pendant des années. Elle a expliqué que finalement Ed Razek, qui était un des dirigeants les plus gros de Victoria's Secret, l'a finalement virée parce que son corps n'était pas assez bien pour Victoria's Secret. Donc en fait, je pense qu'on se rend même pas compte à quel point ça a dû la détruire et à quel point c'était violent et à quel point
à tout prix, elle voulait vraiment faire partie du défilé Victoria's Secret. Et je pense que dans ce monde, c'est vraiment un monde de requins et qu'il n'y a aucune considération pour les mannequins. Ça doit vraiment être une vie super compliquée parce qu'en plus d'un point de vue extérieur, on a hyper fort vite tendance à les critiquer, à les sous-estimer, à les prendre pour des femmes un peu bébêtes, à jalouser leur corps parfois. Donc en fait, dans tous les côtés, ces pauvres femmes, elles se font critiquer, elles se font juger, alors que, à mon avis, elles ont une vie assez compliquée, l'air de rien. Donc vous imaginez bien, il y a énormément de situations assez similaires, mais j'ai décidé de vous choisir ces deux témoignages-là pour vraiment vous donner un peu une idée de ce qui peut exister en coulisses. Mais évidemment, ça arrive tout le temps, depuis des dizaines et des dizaines d'années, à énormément de mannequins. Beaucoup d'anges de Victoria's Secret ont témoigné qu'ils étaient hyper fort fermés à l'évolution et à l'inclusion des corps autres que vraiment les corps classiques qu'on voit des anges de Victoria's Secret. Et que apparemment toutes les capes et les ailes et les trucs comme ça pendant les défilés, c'était vraiment pour cacher les petites imperfections, genre la cellulite, les petits plis dans la peau, etc., etc. Et que même en interne, ils étaient vraiment hyper fort fermés à cette idée d'inclusivité, à montrer les petits défauts, etc., etc. En 2014, Victoria's Secret a lancé une campagne publicitaire intitulée The Perfect Body pour promouvoir sa ligne de soutien-gorge. Cette campagne, vous imaginez bien, a suscité énormément de réactions. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus choquant que ce genre de campagne à la con. En fait, on se rend pas compte à quel point ça nous conditionne de fou, parce que moi, par exemple, je vais passer à côté de ça et je vais avoir hyper fort conscience que ça craint. Mais quelqu'un qui n'est pas forcément dans ce domaine ou qui, au quotidien, n'y pense pas forcément, ou une ado, ou une petite fille, ou une jeune femme, etc., etc., vont voir ce genre de publication, vont pas comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas et vont être hyper fort conditionnés en pensant que ça, juste ce corps-là, c'est le corps parfait et que tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas du tout le corps parfait. Et du coup, ça peut être d'une toxicité immense et on se rend pas compte des retombées que ça peut avoir. Quand la pub est sortie, il y a eu tellement de réactions pour cette pub et heureusement que les gens réagissent maintenant pour dire que ça va pas du tout. Victoria's Secret a changé rapidement de campagne, mais les gens ont trouvé ça un peu hypocrite et surtout insuffisant. Pour modifier cette campagne, il y a eu une pétition qui a été lancée et il y a eu des milliers et des milliers de signatures. Et donc, je trouve ça super rassurant que les gens aient vraiment réagi et c'est pour ça qu'ils ont changé rapidement leur campagne. Sauf que ça a été jugé insuffisant complètement et un peu hypocrite de la part de Victoria's Secret. J'aimerais revenir un petit peu sur ce fameux Ed Razek qui était du coup un des principaux dirigeants de Victoria's Secret. Ed a occupé un poste de haut niveau chez Victoria's Secret pendant plus de 3 décennies, jouant un rôle crucial de la création de l'image de marque emblématique dans la société. Il était responsable de direction stratégique et de campagne publicitaire, donc ce genre de Perfect Body, c'était clairement lui qui était à la source de tout ça. C'est lui aussi qui s'occupait des défilés annuels et de la sélection des mannequins. Donc en fait, tout ce que je suis en train de vous raconter, je pense que c'est lui qui est un peu en haut de cette pyramide-là. Je pense que vous vous en doutez, mais Ed, il a été impliqué dans beaucoup de problématiques et ce mec est un porc. Il a évidemment entaché la réputation de Victoria's Secret et il y a beaucoup trop de trucs qu'il a fait qui sont pas du tout ok. Déjà, en 2018, Ed, il a fait une interview pour Vogue Magazine dans lequel il dit clairement que il compte pas faire de l'inclusivité par rapport aux mannequins plus size ou aux mannequins transgenres parce que Victoria's Secret, c'est un peu un fantasme, c'est un monde sensuel qui se construit autour d'un fantasme et que du coup, c'est pas du tout dans leur plan de s'ouvrir à l'inclusivité d'autres corps. Vous imaginez, encore une fois, c'est pas du tout passé, mais heureusement que ça passe pas. Imaginez un peu si ça passait, ce serait hyper choquant. Les réseaux sociaux se sont emballés, mais je crois qu'on se rend même pas compte. Tous les mannequins ont fait des stories en soutenant surtout la communauté des transgenres, etc., etc. Et les gens étaient pas du tout en accord avec ça et il a été énormément critiqué. Suite à ça, Victoria's Secret a décidé quand même de réagir et a tenté de rectifier un peu son image parce que c'est vrai qu'il y avait déjà eu beaucoup de problématiques autour de l'inclusivité qui manquaient clairement chez eux. Ça devenait clairement too much et ça commençait vraiment à entacher cette marque. Les gens commençaient tout doucement à passer à autre chose. Une des réponses les plus notables à toute cette polémique a été l'embauche de Valentina Sampaio, la première mannequin transgenre à être signée chez Victoria's Secret. Valentina, c'était un peu la mannequin transgenre connue à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment une grosse figure qui a, il me semble, été sur la première couverture de Vogue Magazine, si je ne dis pas de bêtises. Donc cette décision forcément a été saluée par le public, mais a été jugée comme insuffisante clairement par rapport à tout ce qu'il y avait eu comme problématique. Surtout que c'est vrai que Valentina, moi je trouve qu'on dirait pas que c'est une transgenre et elle était déjà un peu en vogue, justement chez Vogue. Et donc on se demande aussi, ça les arrangeait finalement peut-être bien aussi d'embaucher Valentina, qui était un peu l'attraction
situation du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc clairement le public a dit ouais mais non, c'est pas du tout suffisant, on attend encore autre chose quoi. Ils ont donc embauché juste après Ali Tate Coulter, qui est devenue donc la première mannequin plus size chez Victoria's Secret. Pour continuer les critiques de notre cher Ed, malheureusement il n'y avait pas que ça. Il y a eu des allégations de harcèlement sexuel, de discrimination et de comportements inappropriés au sein de l'entreprise. Apparemment Ed était extrêmement insistant, il invitait les filles, il essayait de les embrasser, il touchait l'entrecuisse, et les filles à chaque fois qu'elles le repoussaient étaient notées sur sa jolie liste noire, et si ça devenait too much, bah il les virait clairement. Ça a été le cas de Andy Muiz, je sais pas du tout comment on le dit, en français ça donne ça, je crois que c'est pas ouf, qui du coup était très très jeune, qui a d'abord accepté un premier dîner, mais qui finalement a dit stop à Ed, et donc il l'a viré, et il a même rendu sa carrière assez compliquée, parce qu'après elle a eu du mal à trouver un autre boulot. Donc pour vous dire un peu quel crasseux c'est. Franchement, les hommes, quand ils ont de l'argent et du pouvoir, ça peut vraiment devenir des poisseux, quoi, des crasseux, des porcs, à vomir, franchement. Et Ed était un porc de ce genre. En 2019, il a démissionné. Je pense qu'il a capté qu'il fallait qu'il se barre avant que ce soit trop tard, et qu'il fallait clairement qu'il quitte le bateau, parce qu'il y avait beaucoup trop de choses qui n'étaient pas du tout acceptées et qui commençaient à... Enfin, les gens commençaient à parler, clairement. Toutes ces polémiques ont poussé la marque à arrêter les anges et à créer des ambassadrices. Donc ça, c'est super récemment. Donc le but de ces ambassadrices, c'est de casser un peu cette image des anges et voilà, dire aux gens, ben, vous voyez qu'on évolue, inclusivité, etc., etc. Il y a beaucoup d'ex-mannequins surtout qui disent que c'est hypocrite et que ça veut rien dire et que les mannequins seront toujours minces de la même manière, sans trop d'inclusivité, et que c'est vraiment une façon de lisser l'image de Victoria's Secret, mais que ce sera pas du tout suffisant. Et c'est vrai que malgré ça, Victoria's Secret a toujours du mal à évoluer, et globalement on sent que cette marque est de moins en moins à la hauteur par rapport aux autres marques qui, elles, évoluent vraiment vers cette inclusivité. Beaucoup de mannequins sont partis, notamment Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Carly Cross ou encore Bella Hadid. Bella Hadid, elle a été maintenant je crois qu'elle est toujours mannequin pour la marque de Rihanna, et elle a expliqué qu'elle s'était jamais sentie aussi bien, aussi sexy dans une tenue. Et je pense que, vu un petit peu les coulisses de Rihanna, les mannequins qui participent, parce qu'il y a quand même beaucoup de mannequins assez connus, et même ce que ça donne, je trouve, les photos, l'inclusivité, etc. chez Rihanna, je pense que ça doit vraiment être le jour et la nuit. En fait, je suis contente aussi de me dire que ça existe encore des marques déjà créées par des femmes, pour des femmes, et que du coup, j'ai l'impression qu'un univers féminin est quand même tout de suite plus respectable qu'un univers où il y a des hommes. Je sais pas du tout. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais j'ai quand même l'impression. Aujourd'hui, du coup, ça fonctionne pas. Victoria's Secret, ça perd de plus en plus de sa grandeur. Il y a eu des centaines et des centaines de magasins fermés aux États-Unis et même partout ailleurs dans le monde, parce que les ventes ont chuté énormément. Et il y a la branche britannique qui a annoncé qu'ils avaient fait faillite. Donc pour vous dire à quel point c'est en déclin et à quel point ils sont trop bêtes de pas se réinventer, ils sont trop bêtes de pas suivre ce move, parce que en fait ça devient vraiment une marque un peu vieillotte, un peu vieux jeu, genre hors-jeu, vieux jeu, vieillotte, tout ce qu'on veut, qui vaut tellement pas tout ce qui commence à apparaître aujourd'hui. Et tant pis pour eux, en vrai, je vais pas les plaindre, ils ont fait du mal à tellement de gens, ils sont tellement nuls que voilà, maintenant il faut évoluer, et je pense que ce sera sans la marque Victoria's Secret. Alors je pense maintenant, avec des milliards et des milliards de chiffres d'affaires par an, je pense que ce sera pas pour tout de suite, mais vu le nombre de mannequins qui se cassent et le nombre de ventes qui chutent et le nombre de magasins qui ferment, je pense que ça a pu durer énormément. Voilà, donc comme je disais au début de la vidéo, j'ai vraiment voulu rester focus sur tout ce qui était mal-être, considération de la femme, le corps des femmes, les normes de beauté qui ont été hyper fort influencées, les mannequins qui ont réagi, voilà, les témoignages qu'on peut avoir, etc. Mais évidemment, Victoria's Secret, il y a eu énormément d'autres problématiques, d'autres polémiques. J'ai pas tout dit dans cette vidéo. Il y a eu notamment le lien avec Leslie Wexner et Jeffrey Epstein. Donc je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire de Jeffrey Epstein. En gros, c'est un violeur pédophile qui a été à la création de beaucoup de trafic de jeunes femmes. Et il avait une île privée où il invitait beaucoup de grosses personnalités, des présidents des États-Unis, enfin il y avait vraiment beaucoup de gens, et il était en contact serré avec Leslie Wexner. Et en fait, Jeffrey Epstein, son boulot de base, c'était gestion de grosses fortunes. Et donc il a géré pendant des dizaines d'années la fortune de Leslie Wexner. Et donc, en fait, on pourrait se dire que indirectement, l'argent de Victoria's Secret a du coup financé les activités de Jeffrey Epstein. Et donc ça, c'est encore
une zone d'ombre assez choquante de Victoria's Secret. Et globalement, dans ce milieu-là, les femmes sont toujours maltraitées. Franchement, j'ai beau dire presque toujours, mais j'ai vraiment l'impression que c'est toujours maltraité. Elles sont vraiment considérées comme un corps, comme quelque chose qui rapporte de l'argent. Et moi, je trouve ça super choquant, super violent. Je suis contente qu'en 2024, les choses bougent, les choses réagissent et que même le grand public n'accepte plus ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus et que du coup, il y a de moins en moins d'abus, même s'il y en a encore énormément. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, quand on parle du monde du mannequinat, etc., il y a quand même beaucoup plus d'inclusivité, il y a quand même beaucoup plus de femmes maintenant qui gèrent des entreprises. Les gros ports, on commence de plus en plus à les dénoncer. Donc je sais pas, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, je serais vraiment très curieuse d'avoir votre avis. Personnellement, je connaissais pas du tout l'histoire de Victoria's Secret. Je savais qu'il y avait des choses un petit peu louches, mais j'avais jamais creusé le sujet. Et je suis désolée quoi pour toutes ces femmes qui ont souffert. Et j'espère vraiment que maintenant tout ça, ça va vraiment être derrière nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis ultra malade, j'espère que ça s'est pas trop vu. Je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner et on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo.